sais que le mois de juillet est toujours difficile pour DBF. On est entre le 4 et le 14 et beaucoup de Français vivant dans la vallée sont en vacances en France, notamment Jean-Louis par exemple, François Logier, je sais aussi, et d'autres, Carole qui est en France pour la chaîne de commerce. Donc c'est toujours difficile au mois de janvier de réunir beaucoup de... mois de juillet, pardon, de réunir beaucoup de monde. J'ai vu qu'il y avait merci d'éteindre vos téléphones portables, on n'est pas nombreux, mais ça serait bien quand même qu'il n'y ait pas de sonnerie. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Eric Setton. Eric est CTO et cofondateur de Tangomi, qui est un service de vidéo call sur mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est disponible, si je ne m'abuse, sur 70 téléphones, dont l'iPhone, mais je crois que Eric, tu nous en parleras un peu plus tard. D'habitude, pour les gens qui viennent souvent à DBF, on reçoit des invités qui ont un CV qui est sur plusieurs pages. Et Eric est encore un jeune entrepreneur, mais très talentueux. Et je pense qu'Eric représente la nouvelle vague des entrepreneurs français dans la vallée. Dans son cas, avec très peu d'expérience, voire aucune expérience professionnelle en France, toute son expérience professionnelle en Silicon Valley. Et on essaye toujours à DBF, comme vous le savez, d'être dans l'actualité. On a fait des choses avec Skype le mois dernier, avec les annonces de Facebook, Skype, tout ce qui se passe en ce moment autour de FaceTime, et notamment les résultats extraordinaires de Tango. On en parlera tout à l'heure. On a trouvé intéressant de t'inviter, Eric, que tu viennes un peu nous parler de ce monde dans lequel tu travailles et que tu nous parles un peu de l'entrepreneurship et de ton expérience. Je sais que dans la salle, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont venus exprès pour t'écouter et comprendre comment tu as fait. Eric, je voudrais aussi te remercier parce que je pense que tu es un ami personnel. Et Eric a annulé un rendez-vous important pour être présent avec nous ce soir. Donc je te remercie vraiment d'avoir fait ça pour venir nous parler. De manière à ce qu'on comprenne mieux qui tu es, est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce que tu es né et que faisaient tes parents? Alors, je suis né à Paris 18e et mon père était dans l'immobilier, ma mère s'occupait de ses enfants. Donc j'ai grandi dans le 16e arrondissement avec un frère et une sœur. Garde le micro, je vais essayer de parler plus fort. Ton frère et ta sœur travaillent aujourd'hui, ils sont dans quel domaine? Alors ma sœur fait tourner un cabinet d'avocats à Paris et mon frère est dans le private equity aussi à Paris. Alors si je ne m'abuse, tu as fait le lycée du Legrand à Paris. Ensuite, tu as fait X et tu es sorti major de promo. Voilà. Les études, ça a toujours été facile pour toi? Ou tu as rencontré des difficultés? Moi, j'ai toujours été un besogneux. J'ai toujours travaillé très dur, rien ne m'est venu facilement. Quand je suis entré au lycée Louis le Grand, c'était très 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 dur. J'étais dans les derniers de ma classe. Et bon, à force d'acharnement, je suis arrivé à rentrer en prépa. Et je crois que j'ai eu pas mal de chance en fait, d'avoir des bons profs, d'avoir pas mal d'émulation autour de moi. Et les maths, c'était quelque chose qui me faisait pas peur. Et c'est grâce à ça en fait, que je suis rentré major à l'X. Mais non, rien ne m'est venu facilement, j'ai toujours dû beaucoup travailler. On verra si c'est encore le cas aujourd'hui. Tu as plus de chance. Quand tu es sorti de Polytechnique, tu avais le choix tu voulais continuer, tu avais encore le choix de venir soit au MIT, soit à Berkeley, soit à Stanford, et tu as choisi Stanford. Pourquoi avoir choisi cette école? Oui, en fait, quand j'étais à l'X, on devait continuer ses études pour ne pas avoir à rembourser la pantoufle. Et
et une des choses qui était ouverte aux étudiants de Dix, j'étais une des premières années où c'était le cas, c'était qu'on pouvait venir aux États-Unis compléter sa formation. Et il y avait un service qui aidait à faire des candidatures pour les dossiers américains. C'est quelque chose de très très différent finalement des dossiers d'école qui se passaient que sur les notes. Et donc j'ai été candidat à MIT, à Berkeley, à Stanford. Au moment des résultats, j'ai reçu une invitation pour venir visiter ces différentes universités. C'était en avril. Et je me souviens, on a commencé à MIT, et à MIT, c'était en avril et il neigeait. Et je me souviens avoir parlé à un étudiant qui me disait moi j'adore la résidence universitaire parce que le bus s'arrête juste devant la porte, et quand il neige, c'est vachement pratique parce que tu n'as pas besoin de marcher jusqu'à l'arrêt de bus ou jusqu'à l'université. Il te prend et il t'emmène jusqu'au campus. Et quelques jours après, on est arrivé dans la Bay Area, et c'est super beau comme d'habitude. Donc ça, il n'y a pas eu de photo. Entre Stanford et Berkeley, c'était deux universités vraiment extra. Et au moment de la visite, en fait, j'ai pu parler à des profs vachement intéressants dans les deux universités. Mais Stanford, parce que c'est une université privée, pas une université d'État, m'avait proposé en fait une offre financière. Donc j'ai eu la chance de pouvoir en fait aller à Stanford et passer 5 ans là-bas sans jamais avoir à payer le tuition et à recevoir un petit salaire en fait pour aider aux études. Donc ça c'était difficile de refuser ça. Ou mal, d'ailleurs. Tu as fait donc un PhD à Stanford dans la vidéo. Tu m'as raconté une anecdote assez intéressante là-dessus. Oui, quand je suis arrivé à Stanford, c'était vraiment incroyable en fait. C'était en venant de France et du campus de l'école polytechnique, où c'était le nec plus ultra en fait en France. À l'université de Stanford, tout était un cran au-dessus. Un campus immense, magnifique. Et j'ai commencé à travailler dans le département d'Electrical Engineering. Et au même bureau où j'avais mon bureau de chercheur, il y avait le type qui avait inventé la télécouleur. Quand même assez incroyable. Au niveau au-dessus, il y avait la personne qui avait créé la DSL. Et travailler en fait dans ce genre de contexte, c'est vraiment, il y a beaucoup d'émulation. Et Stanford a l'avantage d'être juste à côté de plein de boîtes. Il y a plein de startups qui sont créées, que ce soit à Palo Alto, que ce soit à Mountain View, etc., juste autour de l'université de Stanford, et d'être aussi à côté des investisseurs. Donc c'est juste à côté de Sam Hill Road, où il y a tous les VC de la Silicon Valley. Et le prof avec qui j'ai fait mon PhD était le fondateur d'une boîte, à l'époque, je suis sûr que vous vous souvenez, le nom c'était Real Player. Donc en fait, le premier logiciel qui permettait de faire de la vidéo sur Internet. Ça a été une grande réussite. Et lui avait un pied dans le monde académique et un pied dans l'industrie. Et une des raisons pour lesquelles j'étais venu en Californie, c'était parce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui semblait excitant, qui semblait intéressant. On était en 2001, donc c'était juste à la fin de la bulle, mais il y avait eu toute la bulle, toute l'émulation des startups, etc. Et travailler avec Bird, mon prof, c'était vraiment avoir une espèce d'avant-goût du monde des startups. Pendant mon PhD, en fait, j'ai eu la chance d'avoir été pris un peu sous son aile et d'avoir interagi avec plusieurs startups, que ce soit en conseillant des VC qui devaient investir dans certaines technologies et qui demandaient des avis d'experts, ou bien en fait discuter des différentes avancées techniques qui pouvaient ou non se convertir au monde industriel. Donc ça, c'était vraiment une chance énorme pour un thésard de ne pas avoir à se limiter au monde académique, qui est quelquefois un petit peu barbare et pas très connecté à la réalité, mais justement d'avoir pu ouvrir cette expérience en la confrontant à la réalité des boîtes. Alors ça t'a tellement ouvert l'esprit sur l'entrepreneuriat, c'est que tu as essayé de monter une boîte. Ça n'a pas été trop successful, c'est ça. Tu peux nous dire pourquoi, si tu sais les erreurs que tu as commises à ce moment-là? Oui, bien sûr. Donc en fait, ça devait être en 2004-2005. Et comme beaucoup d'étudiants à Stanford, on se disait il faut qu'on trouve une boîte, il faut qu'on trouve une façon d'appliquer les choses qu'on a apprises et
et de convertir ça en start-up. Et évidemment, notre prof nous poussait. Et à l'époque, première erreur, une très très grosse boîte, Deutsche Telekom, avait dans l'idée qu'ils voulaient transporter le monde de la télévision à l'Internet. Et que ça serait quelque chose que leurs millions et millions d'abonnés en Allemagne et à travers l'Europe utiliseraient. Et donc il y avait un appel d'offres et on avait décidé qu'on allait essayer de monter une boîte incubée par Deutsche Telekom pour vendre ce produit de télévision sur Internet. Et en fait, je crois qu'une des choses que j'ai appris là, c'est qu'on savait vraiment rien. On connaissait le monde académique, on savait à peu près comment parler de notre recherche, on connaissait à peu près le monde de la technologie. Et on s'est dit, si on arrive à convaincre Deutsche Telekom de signer avec nous et d'avancer du financement, c'est ça qui va capitaliser la boîte, on va avoir un client, etc. Et on a commencé à s'embourber en fait, dans ce processus de vente B2B avec Deutsche Telekom qui était un gros monstre, et nous on était trois. Et pour ceux qui comprennent en fait qu'un géant des télécoms, comment un géant des télécoms réfléchit, c'était, avec un peu de recul aujourd'hui, c'est pas très clairvoyant en fait de penser qu'ils allaient pouvoir parier sur une équipe de 3 personnes à l'université, qui n'avait pas incorporé sa boîte encore, etc., qui misait juste sur la technologie pour porter ce projet. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire. En fait, l'expérience a duré peut-être à peu près 6 mois. Et puis, il y a un moment où ça a perdu un petit peu de souffle. On arrivait sur la fin de notre temps à Stanford et on voyait que ça ne collait pas. On a avorté le projet. C'est souvent le cas. Beaucoup d'entrepreneurs ont démarré plusieurs boîtes avant d'être successful. Tu es sorti de Stanford et là, tu as fait un move qui est pour moi pas très entrepreneurial. Tu es allé au lab d'HP. Et donc, pourquoi avoir fait ça? Tu t'es dégoûté de ta première expérience de création d'entreprise ou tu essayes de prolonger ce que tu avais fait à Stanford? Ouais, en fait, pour moi, aller chez HP Labs, c'était un institut très prestigieux, mais c'était un peu un non-choix. Et HP Labs me permettait d'avoir une espèce de plateforme. Je pouvais continuer à me spécialiser dans le domaine que j'aimais, qui était la vidéo sur Internet, la vidéo mobile, etc. Et de garder un œil sur tout ce qui se faisait, parce qu'il y avait une fonction de veille technologique qui était assez intéressante. HP Labs servait aussi de filtre à plein de startups qui essayaient de vendre à HP, et donc c'était aussi la possibilité de voir plein de pitch de boîtes qui venaient présenter à Hewlett-Packard. Et puis il y avait une flexibilité énorme. HP Labs en fait encourageait les chercheurs à être advisors de start-up, à être impliqués dans différents projets, etc. Et il y avait vraiment une énorme liberté sur le travail qu'on pouvait faire. Ça m'a permis d'écrire, d'ailleurs ça m'a permis d'écrire un livre dans le domaine, et pour être tout à fait franc, j'ai utilisé ce livre un nombre incalculable de fois quand on était en train de lever de l'argent en disant voilà, un livre c'est quelque chose de très concret, très matériel, il y a des atomes, vous pouvez le brandir et ça donne une crédibilité énorme, donc je suis très content d'avoir pu faire ça là-bas. Et puis en fait, je crois que j'ai aussi compris un peu mieux comment marchaient les grosses boîtes, ce qu'ils cherchaient, comment marchaient les décisions à l'intérieur des grosses boîtes, qu'est-ce qui étaient les lenteurs peut-être aussi des grosses boîtes. Mais ça m'a permis de raffiner un peu le prochain pas. Donc c'est grâce à cet environnement d'ailleurs que tu vas pouvoir créer ta première ou la deuxième société, en tout cas Dino, qui existe encore d'ailleurs, qui est une plateforme de broadcast internet. Comment c'est arrivé? Est-ce que tu peux nous raconter l'aventure? Oui, donc c'était en 2007 et donc à l'époque j'étais advisor de une ou deux boîtes dans le domaine de la vidéo et j'étais à l'affût de différentes choses, et une des choses merveilleuses avec HP Labs, c'est que chaque chercheur avait sa page web avec son numéro de téléphone. Et un jour, je reçois un coup de téléphone complètement inopiné au bureau avec quelqu'un qui a un fort accent israélien de l'autre côté du fil et qui me dit voilà, je suis en train de monter ma 6e boîte et j'ai vu ton profil,
absolument qu'on se rencontre parce que je pense qu'il va y avoir un fit, on a besoin des technologies que toi tu peux développer. Viens me rencontrer à Mountain View, on peut parler du projet. Et j'ai failli raccrocher. J'étais tellement paniqué que quelqu'un puisse appeler au bureau sur la ligne professionnelle pour me parler de ce genre de projet que j'ai dit, vous savez, vous êtes en train d'appeler là, vous êtes en train d'appeler au bureau. Pas de problème, c'est quoi ton numéro de portable? Quelques secondes après, il m'a rappelé son portable. Et j'étais intrigué. Et j'ai été rencontrer ce monsieur qui est devenu mon partenaire, Uri. Et Uri, un type incroyable, c'est un serial entrepreneur israélien qui était effectivement en train de monter sa 6e boîte. Et il avait un parcours vraiment remarquable. Sa première boîte, c'est l'équivalent aujourd'hui de Yahoo en Israël, le plus grand portail. Il avait fait plusieurs boîtes aux États-Unis aussi, dans le domaine du B2B, dans le domaine du B2C. Chacune avait été vendue de manière assez bien. Et il était tellement passionné par ce projet qu'il voulait monter que je me suis laissé entraîner. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec lui, d'abord en tant qu'advisor. Et tu es rentré ensuite CTO de l'entreprise. Quelles sont les choses que tu as retenues je sais que ça a été un passage difficile, c'est une entreprise, c'est pas parti tout de suite. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, ou est-ce que tu peux d'abord expliquer mieux ce que l'entreprise faisait et ce qu'elle fait, et est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues que tu ne referais pas? Ouais. Alors, avec Dino, l'idée c'était de créer une plateforme qui permettait de partager son écran avec autant de personnes qu'on voulait en ligne. Que ce soit pour faire des présentations, que ce soit pour partager des films, que ce soit pour partager des jeux vidéo, etc. Et au fur et à mesure que je me suis impliqué dans le projet, c'était le tout début. Donc c'était au début, je suis venu, il y avait quelques slides PowerPoint avec une équipe un peu vague. Et puis la sauce a commencé à prendre, comme souvent dans des projets entrepreneuriaux. Il y a un moment où ça bascule et ça devient une vraie boîte. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je saute, et j'ai rejoint en tant que cofondateur. On était 4 cofondateurs, j'étais le CTO. Et on est parti sur ce projet qu'on voulait créer cette nouvelle plateforme et la diffuser à tout le monde qui avait des ordinateurs, des PC. Et c'était une période très bonne en fait. C'était l'été 2007. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait c'était le moment où il y a eu le pic des valorisations pour les Series A. Et à Dino, en fait, on a réussi peut-être qu'on a fait une dizaine de meetings avec des investisseurs, avec des VC. Donc c'était le parcours de Sandhill Road classique. Et les premières personnes qui ont dit Banco, on veut investir dans ce projet, on veut vous suivre. Finalement, on n'a pas été très regardant. On a fermé un round institutionnel très vite. Et on s'est lancé sur le projet. La boîte a grandi 15 personnes, 20 personnes en à peu près 1 an. Et on était sur le point de sortir ce logiciel de broadcast quand il y a quelques opportunités de B2B qui se sont présentées à nous. Et quand on est une start-up, en fait, on essaie de tirer dans tous les sens. Au début, on ne sait pas d'où l'attraction va venir. Et on a trouvé dans ces différentes opportunités de B2B une façon de trouver un gros client qui allait pouvoir diffuser cette technologie et ce produit à plein de clients. On a commencé à trouver qu'il y avait un créneau dans les jeux vidéo pour, ça va vous faire rire, les joueurs exceptionnels de jeux vidéo qui voulaient se parader devant leurs fans en ligne pour qu'ils puissent les accompagner et regarder le parcours dans les jeux. Et on est sorti avec quelques boîtes, quelques portails, entre autres Xfire qui avait un logiciel qui était utilisé par plus de 2 millions d'utilisateurs. Et on a commencé à faire des millions et des millions de sessions de vidéos, de jeux vidéo. Et on n'y connaissait rien du tout. Et on a compris qu'il y avait un besoin. Mais en fait, on était toujours dépendant de ces clients. On a signé un deal avec Electronic Arts, qui est juste à côté d'ici, pour construire leur plateforme de broadcast de jeux vidéo. Et en fait, dans tous ces déploiements, on était très dépendants des personnes qui étaient entre nous et le consommateur.
Et c'était frustrant parce qu'à chaque fois qu'on voulait sortir des choses nouvelles, ils étaient très conservateurs, ils ne voulaient pas sortir des choses aussi vite que nous on tournait. Et puis ils avaient leurs idées sur ce que leur communauté aimait, ce qu'ils n'aimaient pas, etc. Et finalement, nous, on avait l'impression qu'on aurait pu faire mieux nous-mêmes, mais on devait toujours supporter ces différentes villes. Et donc il y avait une espèce de frustration de notre part de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on voulait, et de leur part, aussi une frustration qu'on n'écoutait pas leurs demandes. Et donc on était en train de surfer entre le B2B et le B2C, et ça je pense que c'était une des erreurs majeures qu'on a faites. Plein d'autres choses que j'ai apprises au moment de cette expérience. On était 4 cofondateurs, et je trouve que 4 c'est très difficile. Si vous avez fait des projets de classe, ou si vous avez travaillé avec des collègues, etc., vous savez que 2 c'est facile. 1 c'est le plus facile, 2 c'est assez facile. Mais 3 à 4, il y a toujours des gens qui sentent que leur contribution n'est pas appréciée, ou qui n'arrivent pas à bien travailler avec les autres, etc. Et donc il y avait beaucoup de tension. Il y avait beaucoup de tension entre les fondateurs. Et ça s'est ressenti dans la boîte, ça fait un effet très néfaste. On avait des investisseurs institutionnels qu'on ne connaissait pas très bien. Et donc quand il y avait des hauts, tout allait bien, mais quand il y avait des bas, ils étaient très crispés. Ils n'étaient pas très rationnels, et donc ça avait des effets néfastes sur la boîte. Ils ont essayé de liquider mon partenaire qui était le CEO une première fois, ça n'avait pas très bien marché. Donc c'était vraiment très dur, il y avait plein de hauts et de bas, à tel point qu'on s'est retrouvé en 2009, au bout de à peu près 2 ans de boîte, avec très peu de cash qui nous restait dans la banque, et sans vraiment savoir comment on allait pouvoir faire survivre cette boîte. Si tu es là aujourd'hui, entre autres, c'est que tu es sorti de ce projet. C'est pas toujours facile quand on est fondateur, et tu es sorti avec ton associé Bruy. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es sorti et dans quelles conditions? C'est trop te demander. Non, bien sûr. Donc avec quelques semaines de cash ça passe. On s'est demandé gentiment. Non. Vous dites pas. Mais avec quelques semaines de cash qui nous restaient, en fait, on a réussi et c'était de manière complètement fortuite, et je pense que c'est quelque chose qui arrive aux startups, c'est toujours dans les moments les plus désespérés que la lumière vient. En fait, on a été introduit à une grosse boîte, qui a beaucoup aimé la plateforme qu'on avait, et qui très vite, en fait, nous a fait une offre d'acquisition. C'était une offre d'acquisition intéressante, et on avait arrivé quasiment plus à payer les salaires. On avait 20-25 personnes dans la boîte. Donc nous, on pensait que ça, c'était une opportunité inespérée, unique. Et on a présenté cette offre au board. On a fait venir un nouveau CEO quelques mois avant pour nous aider à construire la boîte, à lever un nouveau tour. Et en fait, le board et le nouveau CEO n'étaient pas du tout réceptifs à cette offre. On ne comprenait pas. On semblait être sur le point de la faillite, avec une possibilité d'exit en fait, pour la boîte et une nouvelle maison en fait, pour tous les employés qui semblait intéressante. Et aussi bien le nouveau CEO que nos investisseurs ont décidé que eux, c'est pas quelque chose qui les intéressait, ils préféraient. Ça nous a permis de prolonger en fait la vie de la boîte, parce qu'ils ont décidé de remettre de l'argent en fait pour pas poursuivre cette opportunité. Mais pour nous, ça nous semblait juste la mauvaise décision à l'époque. Et à ce moment-là, on a décidé que c'était un trop grand schisme en fait, avec le CEO, avec le board, pour pouvoir rester dans de bonnes conditions. Et donc on a décidé de partir. Merci de cette explication, c'est toujours délicat à expliquer. Et c'est là que vous brainstormez pour démarrer donc, le service Tango, dont tu vas nous expliquer un peu mieux ce que c'est. Et comment vous est venue cette idée en fait? Oui, donc en fait je crois qu'on a pris à peu près une semaine de vacances, où on nous semble décompresser un petit peu. Et on se réunissait tous les jours dans la maison de mon associé, Uri, et on avait été ensemble, en fait, on avait traversé des hauts et des bas, et on s'était rendu compte qu'il y avait énorme confiance qui s'était établie entre nous,
Et c'est rare en fait, c'est rare d'avoir la confiance, autant de confiance en fait dans quelqu'un dans le monde du business. Et donc on avait décidé que on voulait vraiment refaire quelque chose ensemble. Et donc un des domaines qu'on connaissait bien, c'était la vidéo. Le mobile, dans l'été 2009, c'était quelque chose qui semblait intéressant. L'iPhone était sorti avec à peu près 9 mois avant. Donc c'est quelque chose qui avait le vent en poupe. L'App Store venait de commencer. Et ouvrier israélien, sa famille est dispersée dans plein de pays. Je suis français, la famille de ma femme est à Paris. Donc on s'est dit, une des choses qui nous manquait le plus en fait à Dino, c'est qu'on n'utilisait pas le produit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le domaine de la vidéo, dans le domaine du mobile, qu'on utiliserait tous les jours? Qu'est-ce qui résoudrait un problème qu'on avait nous en tant que consommateurs, et qu'est-ce qui semblerait porteur? Et on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de changements qui étaient sur le point de se passer, qui semblaient vraiment, vraiment intéressants. Il y avait la révolution des smartphones. Donc les téléphones qui pouvaient aller sur Internet, etc., qui pouvaient downloader des apps. C'est quelque chose ça semble évident aujourd'hui. À l'époque, il y avait juste l'iPhone. Mais ça semblait être un trend qu'on voulait suivre. Numéro 2, en fait, le réseau 3G et le réseau 4G qui se profilait et qui commence à sortir maintenant, permettait pour la première fois d'avoir des communications vidéo en simultané, en temps réel, sur le réseau cellulaire. Numéro 3, Skype était une boîte qu'on avait pas mal étudiée. Et, à l'époque, Skype se targuait de faire 40% de toutes ses communications avec de la vidéo. Donc ça, on pensait que c'était quelque chose de vraiment intéressant. Et numéro 4, en fait, on voulait vraiment faire quelque chose directement avec le consommateur. Et avec le phénomène de l'App Store, c'était un canal de distribution privilégié en fait, pour pouvoir mettre un produit et le mettre directement dans la main des consommateurs sans intermédiaire. Avant, sur le mobile, il fallait passer par le deck du téléphone, il fallait négocier avec les opérateurs, avec les fabricants de téléphones pour pouvoir mettre quelque chose sur un mobile. Mais avec l'App Store, avec le Android Market plus tard, ça c'était quelque chose qui était possible. Alors, on s'est dit, il y a vraiment la place de faire un service d'appel vidéo qui marcherait sur Wi-Fi, qui marcherait sur 3G et qui marcherait sur tous les écrans qu'on a autour de soi, que ce soit le mobile, que ce soit les tablettes qui vont venir plus tard, que ce soit sur l'ordinateur, etc. Et donc on est parti sur cette idée, et le timing en fait était idéal. On a eu une chance inouïe. Quand on a commencé, il n'y avait pas une app vidéo qui avait été autorisée sur l'App Store. C'était quelque chose dont les gens avaient peur. AT&T avait très peur de choses qui allaient consommer beaucoup de leur network. Je ne sais pas si l'Apple Store était prêt à faire ça encore. Et 4-5 mois après qu'on se soit lancé, on a vu la première app vidéo sortir pour faire une espèce de service de télévision. Il n'y avait pas de caméra sur l'avant des téléphones. Donc en fait, sur l'arrière des téléphones, on peut montrer ce qui est autour de soi, mais on ne peut pas faire du chat. Mais en mai, c'est-à-dire 7-8 mois après qu'on se soit commencé, le Ivo de HTC sort avec une caméra frontale, et évidemment le iPhone 4 sort en été 2010 avec FaceTime, 2-3 mois avant qu'on lance le service. Et en fait, toutes ces différentes barrières pour le service sont levées progressivement au fur et à mesure qu'on avançait. Et on a eu une chance inouïe en fait, au niveau du timing. Je vais te replonger un peu en arrière parce que je sais qu'il y a quelques jeunes entrepreneurs qui sont dans la salle. Et c'est toujours difficile, quand on n'a pas encore une grosse carrière, beaucoup d'argent, de décider de monter une entreprise. Personnellement, faut survivre. Ton associé, à première vue, avait déjà bien réussi, mais toi, comment tu as fait financièrement dans le démarrage de l'entreprise pour tenir, et comment tu as abordé ce genre de choses? En fait, j'ai la chance d'avoir une bonne secrète, qui est mon épouse, et qui est présente. Et mon épouse travaille dans la Bay Area, elle a un super poste, et donc on a 2 salaires. Et effectivement, entre la fin de Dino et le moment où on a levé un premier tour de financement pour Tango, effectivement, je n'avais pas de revenus, mais j'avais la chance que mon épouse en fait pouvait m'épauler à l'époque. Et d'ailleurs, on attendait notre premier enfant à ce moment-là.
Et c'était un énorme confort mental en fait de l'avoir à côté de moi et de l'avoir à me pousser en fait dans ce projet, en me disant t'inquiète pas, moi il y a mon salaire et ça sert à ça. Elle m'a aussi autorisé à investir dans la boîte et c'est quelque chose que je recommande à tout investisseur de faire si c'est possible parce que ça donne une énorme crédibilité en fait dans sa boîte et je pense que ça montre en fait la conviction, ça montre la passion. Et c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un de rejoindre un projet qui est très très tôt ou de convaincre un investisseur que c'est pas que de la parole, c'est pas que leur argent à eux, c'est votre argent à vous aussi. Et donc je pense que c'est un énorme avantage pour moi et j'aurais pas pu le faire sans elle. Surtout que vous avez fait un choix dès le début de travailler avec de l'investissement privé, donc d'où l'importance de montrer qu'on met son propre argent dedans. Ça aide un peu la conviction. Oui, absolument. En fait, et je pense que c'était quelque chose d'ailleurs de vraiment déterminant pour la boîte. Aussi bien chez Dino, on avait eu des investisseurs institutionnels très tôt, ce qui est une énorme responsabilité parce que au début d'un projet, on ne sait pas très bien ce que cette boîte va devenir. On ne sait pas dans quelle direction elle va aller, on ne sait pas ce que le produit va devenir et en fait, on vend une vision sur papier qui n'est pas toujours la chose qu'on va construire. Et à Tango, en fait, on a eu la chance de pouvoir trouver dans notre network des gens qui étaient prêts à investir à titre privé et qui faisaient plus confiance en fait au fondateur, à Oyama en tant qu'individu, que sur l'idée, le produit, la direction, etc. Parce qu'on ne savait pas exactement à quoi cette boîte allait ressembler, exactement ce qu'on allait faire. Mais ils nous avaient vu travailler en fait dans notre boîte précédente. Ils avaient vu qu'on est tous les deux très soudés et qu'on avait confiance en nous, qu'on voulait vraiment faire quelque chose d'important. Et c'est ça en fait qui les a convaincus d'investir et c'est une énorme chance. Et en fait, pendant très longtemps à Tango, on a réussi à tenir en fait avec des investisseurs privés et ça nous a donné une énorme flexibilité. Parce que finalement, ne pas avoir à répondre à un board, ne pas avoir à répondre à un comité d'investisseurs, etc., ça permet de vraiment se concentrer sur ce qui est bon pour la boîte. Pas forcément pour ces investisseurs, et c'est pas toujours en fait les mêmes intérêts. Parfois les intérêts sont alignés, souvent ils sont alignés, mais pas toujours. Et on a vraiment pu avoir accès à un capital intelligent qui nous a donné beaucoup d'aide, beaucoup d'introductions, beaucoup de contacts, etc. Beaucoup de conseils parce qu'il y avait d'anciens entrepreneurs avec qui on a eu d'innombrables sessions de brainstorm et beaucoup de feedback, mais qui nous laissaient les rênes et qui en fait avaient décidé de miser sur nous et de nous donner en fait la flexibilité de prendre les décisions qu'il fallait. Et ça c'était vraiment une grosse différence en fait par rapport à la boîte précédente et je pense quelque chose d'essentiel. Je sais que vous avez, c'est pas moi qui le sais d'ailleurs, c'est relativement public, je crois que vous avez publié des chiffres, vous avez une croissance en termes d'utilisateurs assez importante. J'ai deux questions. Quand je me log sur mon Tango, dans mes contacts, je vois pas beaucoup de gens qui en utilisent. Est-ce que en fait, mes contacts sont pas dans votre cible de clientèle? Et plus sérieusement, est-ce que vous remerciez Apple pour tout le marketing qu'ils ont fait sur FaceTime? Alors je pense que la campagne de FaceTime qui avait en fait éduqué de manière internationale tout le marché des consommateurs sur les vertus des appels vidéo, c'est sans doute la meilleure campagne de pub que Tango ait jamais faite. Parce que c'était un énorme push de marketing et comme c'est de faire Apple, quelque chose de très très attrayant. Et de la même façon, un service qui était limité à juste les iPhones et qui marche seulement quand vous êtes à la maison sur Wi-Fi ou quand vous êtes au bureau sur Wi-Fi. Et quand on a sorti Tango le 30 septembre, en fait on est sorti sur une couverture beaucoup plus large, c'est-à-dire les téléphones iPhone, mais aussi donc iPhone 3GS, iPhone 4, et aussi les téléphones Android, et avec quelque chose qui marchait non seulement sur Wi-Fi mais aussi sur 3G. Et donc n'importe où vous soyez, en fait, vous pouvez passer des appels vidéo pour dialoguer ou pour montrer les choses autour de vous, etc. aux gens à qui vous parlez. Et je pense que, en fait, avec ce vent que FaceTime a soulevé dans nos voiles, ça nous a vraiment permis de décoller extrêmement vite.
peux vous dire que le jour où on a appuyé sur le bouton Publish sur l'App Store et sur le Android Marketplace, nous, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. D'ailleurs, le premier soir, il était à peu près minuit, et on a essayé de faire un petit pari de combien d'utilisateurs on allait avoir le premier jour. Et quand j'ai regardé Uri, je lui ai dit, moi je pense que si on arrive à 2500 utilisateurs le premier jour, ça serait vraiment super. J'avais fait tout un modèle mathématique pour expliquer pourquoi est-ce qu'on aurait ce nombre entre les personnes qu'on connaissait nous, et puis les emails qu'on allait envoyer, etc. Et Uri, qui est très optimiste, m'a dit, mais non, tu es absolument fou, on va avoir 3500, 4000 personnes. 6 heures plus tard, il m'appelle, c'était très très tôt le matin, il me dit, il y a déjà 72 000 personnes qui ont downloadé l'application. Et en fait, en 10 jours, on a enregistré plus d'1 million d'utilisateurs, et ça a vraiment commencé à décoller. On était numéro 1 des social apps sur l'App Store. Je crois que la 8e app la plus downloadée au monde, en fait, cette semaine-là. Et puis sur Android, en fait, on a toujours été dans le top 3 dans notre catégorie. On est aujourd'hui, on a 18 millions d'utilisateurs, ça fait 9 mois qu'on fait tourner le service, on est dans 190 pays. On a fait quasiment un demi-milliard de minutes d'appels depuis qu'on est lancé, et 60% de nos appels sont sur 3 jours. Alors pour répondre à ta question de pourquoi est-ce que ta liste de contacts est petite ou pas petite, en fait, nous on s'est rendu compte que Tango, ce qui compte pour Tango, c'est de pouvoir appeler les gens qui comptent le plus pour toi. Ce qui compte, c'est de pouvoir appeler ta femme. Ce qui compte, c'est de pouvoir appeler tes enfants. Ce qui compte, c'est de pouvoir appeler tes parents. Parce que finalement, on fait pas d'appel vidéo avec les gens qu'on ne connaît pas très bien. C'est quelque chose qui est assez intime. C'est quelque chose qui rend plus proche de ce noyau dur de famille et d'amis. Et c'est ça les gens qui comptent. Et en fait, notre croissance, c'est surtout du bouche à oreille, des invitations qui sont à l'intérieur du produit lui-même. Ça représente à peu près 75% de notre croissance. Et 25% parce qu'on est assez bien référencé sur l'App Store, sur l'Android Marketplace. Et on s'est rendu compte qu'en fait, pour les gens qui veulent utiliser un service d'appel vidéo, ils vont se démener pour que leurs proches en fait, installent ce logiciel. Et c'est vraiment ça qui compte. Donc ça veut dire qu'un utilisateur normal de Tango, il a autour de lui 5-6 contacts Tango. Exactement. Et c'est avec ces gens qui communiquent le plus. Une des autres choses je crois qu'on a bien fait dans le logiciel, c'est qu'il n'y a pas de login, il n'y a pas de password. On arrive directement à ces contacts, et les contacts, en fait, on les trouve automatiquement à partir de son carnet d'adresses. Donc on n'a pas besoin d'inviter des gens qui acceptent, etc. Dans la nouvelle version seulement, non ? Non, depuis toujours. Et c'est quelque chose qui est essentiel, parce que pour le marché de masse, on ne se rend pas compte que finalement, les logins, les passwords, c'est vachement compliqué pour les gens. Les gens, ils savent se servir d'un téléphone, et si ça peut être aussi simple qu'un téléphone, ça c'est quelque chose qui marche. Et on a eu une chance incroyable qu'on a trouvé la formule magique en fait, dans ce domaine-là. Et en fait, on n'est pas vu comme une société de technologie ou un produit intimidant. C'est quelque chose que les gens, ils ont pas peur en fait, d'installer le produit et de commencer à l'utiliser immédiatement. Je pense que ça fait une bonne transition pour nous donner ton avis justement sur la compétition. FaceTime en premier, tu en as un peu parlé justement que Wi-Fi, Skype bien sûr, le plus gros, Google, Facebook avec l'intégration Skype et autres. Comment tu vois tout ce marché et comment tu vois le positionnement de Tango par rapport justement à tous ces compétiteurs? Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est un marché qui est très très chaud en ce moment. Il y a un nombre d'annonces dans ce marché et une attention en fait qui est placée sur ce marché qui est évidemment extrêmement bénéfique pour nous. L'acquisition récemment de Skype par Microsoft pour 8,5 milliards $, ça montre en fait à quel point ce genre de service est important et stratégique dans la révolution du monde des communications. Parce que les gens se rendent compte que les choses sont en train de changer, que des services qui marchent sur plein de différentes plateformes, que ce soit le PC, que ce soit les téléphones, les tablettes, etc., ont une vraie chance de changer ce monde des communications. Et le monde des communications et des télécoms aujourd'hui, le marché de la voix, c'est un des seuls marchés de $1 trilliard. Pour
les gens qui parlent à DVC aujourd'hui, le point de référence pour les investisseurs, c'est bien de targeter un marché, d'avoir comme cible un marché de plus d'1 milliard de dollars. Ça veut dire que c'est un assez gros marché pour que si votre boîte devient numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, vous allez pouvoir avoir une bonne sortie. Mais le marché des télécoms, c'est 1 trilliard de dollars. C'est 1000 fois plus qu'un milliard. C'est ça. Et c'est très rare, mais c'est aussi un marché qui en fait va subir une énorme transformation. Parce que quand on commence à utiliser un service comme Tango, on se rend compte que 5, 10, 15, 20% de tous les appels qu'on fait sont des appels vers les proches, vers sa femme, vers ses enfants, vers ses parents, etc. Et pour ces appels-là, la vidéo c'est toujours mieux. Si on peut voir les gens qui comptent vraiment plutôt que juste de leur parler, c'est toujours mieux. On veut pouvoir voir l'expression de ses enfants, on peut pouvoir voir s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents, etc. Et finalement, d'avoir un aussi gros marché qui va subir une aussi grosse transformation, le passage de juste la voix et la vidéo, c'est quelque chose qui va créer beaucoup de mouvements et qui va tout chambouler. En fait. Et je pense que ça justifie le prix passé sur ce genre de technologie, ce genre de plateforme et ce genre de base d'utilisateurs. Maintenant, en termes des différentes dynamiques, nous, à Tango, on a fait le pari du mobile avant tout. Et je pense que si vous regardez dans votre vie de consommateur le temps que vous passez sur votre mobile ou le temps que vous passez sur vos tablettes, je pense que c'est très clair qu'il y a une tendance à passer du web, de l'internet, du PC au mobile. Tout est plus simple, tout est plus facile, les expériences sont un petit peu différentes et la façon dont les produits marchent est différente parce que ce sont des produits, le téléphone c'est dessiné pour la communication, donc il y a un carnet d'adresses. C'est quelque chose qui est toujours allumé, on peut toujours vous joindre, etc. Et donc on n'a pas besoin de toutes les choses compliquées comme les phénomènes de présence. Est-ce que je suis présent, est-ce que je suis pas présent? Sur mon téléphone, je suis toujours présent, c'est toujours allumé. Et donc je crois que les phénomènes produits sont... Il y a plein de nouveaux paradigmes qui sont en train d'être créés sur le mobile. Et nous, on a parié sur ça et c'est en train de marcher. Maintenant, le fait qu'il y ait des acteurs comme FaceTime, le fait qu'il y ait des acteurs comme Skype, c'est très très bien parce que ça place une barre. Je pense que c'est très important d'avoir la compétition parce que ça crée de l'émulation et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a des choses à atteindre en termes de base d'utilisateurs, en termes de facilité d'emploi, etc. Quand on regarde FaceTime, c'est un produit superbe. Heureusement pour nous, il est limité à une catégorie d'utilisateurs et une catégorie de téléphone, mais en termes de facilité d'utilisation, c'est un modèle pour nous. Quand on regarde Skype, il n'y a pas la même facilité d'utilisation et aujourd'hui on est en train de grandir plus vite que sur mobile, mais en termes de base d'utilisateurs, c'est aussi un énorme point de comparaison et quelque chose vers lequel on aspire. Donc je pense qu'on a une énorme opportunité et aujourd'hui il faut juste pouvoir communiquer le mieux possible et le plus clairement possible sur ce que notre service apporte et arriver à tirer son épingle du jeu. Mais je pense que le mobile c'est essentiel. Donc aujourd'hui, vous êtes 60, je crois que tu m'as dit, c'est ça. Vous sortez une version toutes les 3 semaines. Quelles sont les prochaines étapes? Vous pensez monétiser le service? Vous pensez encore grossir? Vous cherchez du monde? Vous êtes certainement en train de recruter à tout va. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Oui, donc effectivement, on est maintenant 60 personnes. On a 7 personnes en Chine, dans un bureau à Pékin qui fait de la R&D. Le reste des ingénieurs est aux États-Unis. Et on a des positions ouvertes dans quasiment tous les domaines. Donc s'il y a des ingénieurs dans la salle, si vous connaissez des ingénieurs dans la salle, on adore recruter des Français, faites passer le mot, on sera heureux de les interviewer, de les voir. On a des positions ouvertes dans le marketing, on a des positions ouvertes dans vraiment tous les domaines. Une des choses que tu as mentionné et dont je veux parler, parce que c'est un énorme avantage compétitif pour nous, c'est qu'effectivement on sort une version toutes les 3 semaines. Et c'est le cas pour beaucoup des startups de la vallée, où il y a un cycle très agile de développement rapide, où on travaille sur quelque chose d'assez petit, qu'on peut sortir immédiatement pour voir si ça prend ou si ça prend pas, si les gens aiment ou si les gens n'aiment pas, et continuer à avancer en fait main dans la main avec les consommateurs qui utilisent le produit. Dans le mobile, c'est encore plus important, parce que dans notre marché à nous, il y a un nouveau téléphone par semaine. Et malheureusement, ce n'est pas le genre de produit qui marche sur tous les téléphones. Il faut faire des petits ajustements sur tous les téléphones, etc.
Et en tant que petite boîte, on peut avoir ce rythme. Surtout si c'est quelque chose qui est ancré à partir du début dans la culture d'entreprise. Et c'est quelque chose qui a été essentiel pour nous, c'est d'avoir ces sorties de produits de manière quasiment rythmée, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Et c'est quelque chose qui, pour une grosse boîte, ça fait très peur. Parce que si on regarde les cycles de produits d'un Facebook, d'un Skype, d'un Apple, etc., c'est tous les 6 mois, ou tous les ans, ou tous les 3 mois quelquefois, pas toutes les 3 semaines. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, cette agilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur 450 téléphones. C'est parce qu'on arrive à sortir aussi fréquemment des nouveaux produits. Quand on avait discuté, tu m'avais parlé justement des utilisateurs et d'une catégorie, de certaines catégories d'utilisateurs que vous n'aviez pas peut-être vu venir et dont tu voulais... Oui, bien sûr. En fait, ce qui est magique avec Tango, c'est que c'est un service que tout le monde peut comprendre. On peut en parler comme ça, on peut parler en barbecue, etc. Tout le monde comprend l'attrait en fait, de faire des appels vidéo. Et pour nous, en fait, il y a un côté social et un côté très touchant en fait, au service parce que c'est quelque chose qui est utilisé par exemple par les gens qui sont dans l'armée, qui sont déployés, que ce soit en Afghanistan ou en Irak, pour parler à leur famille. Et de penser en fait, que notre service peut aider ces gens-là, je pense que c'est vraiment quelque chose de magique. Il y a quelques semaines, il y a eu les événements de tremblement de terre au Japon et en fait, on a reçu des cinquantaines d'emails en fait, d'utilisateurs japonais qui nous disaient merci parce que grâce à Tango, j'ai pu vérifier que ma famille était encore en vie et que ce soir, ils avaient quelque part où dormir. Parce que le réseau de téléphone était tombé, mais le réseau IP était encore présent et ils pouvaient utiliser en fait, Tango comme service de communication pour se substituer au téléphone. On a des Japonais dans l'équipe et vous pouvez imaginer que pour eux, ça a eu un énorme impact en fait, de voir que le produit sur lequel ils avaient travaillé pouvait être utilisé dans ces circonstances. Et puis il y a 2 groupes qu'on n'avait pas du tout vu venir, comme tu le dis, qui ont vraiment adopté le service, c'est les sourds-muets et les aveugles. Et les sourds-muets ont commencé en fait, à poster des revues sur Tango, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les différents sites de leur communauté, en disant voilà, ça c'est un service pour nous, ça c'est un service qu'on veut utiliser, parce que avec Tango, ils ont senti qu'ils pouvaient passer de juste envoyer des SMS à pouvoir communiquer, parce qu'ils peuvent signer, ils peuvent se mettre devant la caméra, comme ça, et faire le langage des signes, et communiquer avec leur communauté. Et pour eux, ça a été quelque chose d'énorme, parce que c'était le seul service, quand on est sorti, c'était le seul service qu'ils pouvaient utiliser à l'extérieur pour communiquer avec leur famille, avec leurs amis. Et les aveugles, alors vous allez me demander comment est-ce que les aveugles se servent d'un service de communication vidéo. Ce ne sont pas très intuitif en fait. On s'est rendu compte en parlant avec nos utilisateurs qui sont non-voyants qu'il y a quelque chose de très très stressant dans la vie d'un non-voyant, c'est quand ils sortent et quand ils sortent dehors, quelquefois ils se perdent. Et quand un non-voyant est perdu, c'est pas très agréable d'aller taper sur l'épaule de quelqu'un qu'on ne connaît pas pour lui demander où est-ce qu'on est, est-ce que vous pouvez m'indiquer la direction, etc. Et avec Tango, en fait, ils peuvent sortir l'application et appeler quelqu'un qu'ils connaissent, montrer où ils sont et en fait se retrouver et se faire guider en fait, jusqu'à la maison ou jusqu'à un endroit qu'ils connaissent. Et quand on a entendu ça, on avait la chair de poule. Ça nous a mis les larmes aux yeux et c'est vraiment c'est formidable de pouvoir voir qu'il y a des utilisateurs pour qui on est beaucoup plus important qu'une simple app sur leur téléphone. C'est toujours intéressant de travailler sur des projets comme ça c'est sûr. J'ai entendu des bruits de couloir sur un gros tour de Vici potentiel chez Tango. C'est des bruits, c'est quelque chose que tu peux parler. Ça, c'est une des choses dont je peux malheureusement pas parler. Bon, bah tant pis. Alors, je vais faire plus simple. Quand on monte une start-up, c'est toujours prenant. Quand on monte une start-up qu'elle va en coupe, je me doute que c'est encore plus prenant. Tu fais quoi quand tu as un peu de temps libre? Alors, le petit peu de temps libre que j'ai, j'essaie de dédier à ma femme et à ma petite fille. Et on a un hobby qu'on a privilégié, c'est le kitesurf. Et le kitesurf, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2003, qu'on fait dans la baie. Et c'est un super exutoire. C'est bien d'avoir en fait une espèce de soupape de sécurité et de pouvoir se lâcher, que ce soit sur un sport, un hobby, etc. Et d'avoir quelque chose qui tourne en tâche de fond
et qu'on peut reprendre quand on a un moment libre, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors, on en fait depuis 2003. Je pense qu'on doit être parmi les pires kiteurs de la baie. Je t'ai dit tout à Parce l'heure, que, j'en connaissais d'autres. parce que pour des gens qui ont commencé en 2003, ça nous a pris des années pour pas être les pires de la plage. Et donc je pense qu'on n'est pas particulièrement doués, mais on adore. Quand on a un temps libre, quand on part en vacances, dès qu'on a un moment, en fait, on sort les kites, on prend la voiture et on jette sur l'eau, et c'est vraiment quelque chose qui... ouais, c'est super. Non, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, c'est toujours un plaisir de recevoir un kitesurfer. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai aussi invité. Au moins, nous savons quand même qu'on n'est pas... On peut faire ce genre de sport et d'être dans le business, il n'y a pas que le golf. J'aime bien le golf. Il paraît d'ailleurs que c'est le nouveau sport des entrepreneurs dans la baie. Moi j'ai un de mes investisseurs que j'ai rencontré grâce au kitesurf. C'était un des premiers investisseurs d'ailleurs dans Tango. Bill. Bill. Et je veux dire, c'est vraiment grâce au kitesurf qu'il a investi dans la boîte. Et il y a un événement de networking qui crée chaque année, qui regroupe plein d'entrepreneurs. Et je trouve qu'il y a une bonne adéquation en fait avec un sport qui demande un peu de cran en fait pour se lancer. Je pense qu'il y a plein de similarités à fait avec le processus de se lancer qu'entrepreneur. Il y a un peu d'argent aussi. Parce que c'est quand même pas un sport. Écoute, avant de donner la parole à l'audience, ma dernière question, dont tu n'as pas voulu parler des bruits de couloir, je comprends bien. Est-ce que tu peux nous dire en tout cas quel est le futur pour vous? Comment tu vois? Est-ce que tu vois une exit sur Tango? Quels sont vos projets en fait? Donc en fait, on a la chance d'avoir un petit peu de temps devant nous. Et aujourd'hui, le service est gratuit. Vous pouvez le downloader sur l'App Store, vous pouvez le downloader sur Android. On sera sur d'autres plateformes bientôt. Mais aujourd'hui, c'est un service qui est en pleine croissance. Et pour être parfaitement honnête, quand on ajoute 2 millions d'utilisateurs par mois, il y a beaucoup de travail à juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de croissance et qu'on arrive à grandir aussi vite que la base d'utilisateurs. Et ça nous prend beaucoup de temps de juste maintenir le service et d'améliorer la qualité pour le service qu'on fait tourner. C'est très important pour nous d'essayer de créer un business qui peut tenir sur ses deux pieds, un business à part entière, ce qui veut dire générer des revenus. Et on sortira notre premier service payant un peu plus tard cette année, sans doute autour du mois de septembre. On est une boîte, à différence des boîtes B2B, on est maître de notre propre destinée, on décide quand les produits sont prêts à sortir. Et on a notre destin en main. En fait, c'est vraiment un énorme avantage en fait, dans les boîtes de B2C. On n'a pas besoin on répond à personne en fait, autre que le critère de qualité qu'on s'est placé pour nous-mêmes, pour sortir différentes features ou produits. Et je pense que dans l'année qui vient, en fait, on a vraiment le défi de transformer une boîte qui a en fait prouvé qu'elle pouvait sortir un produit qui marche. Un produit que les gens aiment, une boîte qui peut vaincre en fait, les problèmes de croissance pour justement offrir ce service à grande échelle, au challenge qui reste, qui est une boîte qui peut fournir des revenus. On a plein d'idées de services payants qu'on aimerait offrir en plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Et dans l'année qui vient, on va parler beaucoup aux utilisateurs, on va les écouter. On va sortir plusieurs choses et puis on va espérer que la sauce prend aussi bien que pour le service gratuit pour pouvoir construire vraiment une grosse boîte. Très bien. On a des questions dans la salle. Patrick? Deux en fait. La première, c'est quel est le pitch élévateur des premiers investisseurs de la société? C'est une technologie qui existe déjà dans plusieurs autres services. Ça n'a pas dû être forcément facile de convaincre les gens pour investir. Et deuxième question, il y a un autre marché avec ta compétence, ta technologie, ton background, qui aurait été vachement plus rémunérateur, c'est le desktop sharing, tout ce qui est partage d'écran, B2B, où il y a énormément d'argent à faire. Pourquoi avoir choisi l'un et pas l'autre? Alors le pitch, quand on s'est lancé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, l'été 2009, Skype avait des problèmes légaux sur sa technologie de core.
avait un procès avec les fondateurs et les gens ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Donc il y avait pas mal de doutes en fait sur qu'allait devenir Skype exactement, est-ce qu'ils allaient pouvoir continuer à utiliser la technologie qu'ils avaient. Et en fait, nous on est rentré avec un pitch qui est, voilà, nous on veut faire tout ça, mais on veut faire ça sur le mobile. Et aujourd'hui, les gros acteurs, un, ils sont gros, deux, ils sont occupés parce qu'ils ont des poursuites légales, ils ont différents trucs à faire, etc. Et souvent, en fait, quand il y a une nouvelle vague de technologie comme l'est le mobile, c'est très difficile pour les boîtes qui ont dominé l'ancien monde, par exemple le monde du desktop ou le monde du web, d'être les numéros 1 dans le nouveau monde, le monde du mobile. Pour prendre un exemple, dans le marché de la pub en ligne, Google était numéro 1 sur le web, mais AdMob en fait a été beaucoup plus vite que tout le monde. Finalement, a fait une énorme exit avec Google parce qu'ils étaient devenus le numéro 1 du mobile advertising. Et donc de la même manière, dans les communications, on voyait ce créneau ouvert où, parce qu'on était petit et agile et qu'on allait pouvoir aller vite, avec une compétence dans le domaine lui-même aussi, on allait pouvoir venir et mettre et offrir une compétition aux gros et aux anciens. Ta question sur le partage d'écran dans le monde B2B, en fait, dans la deuxième phase de Dino, ma boîte précédente, c'est quelque chose, c'est un marché en fait, sur lequel on avait travaillé. Et on offrait notamment, on offre toujours une solution de partage d'écran vidéo de haute qualité qui marche avec WebEx. Et donc c'est important je pense quand on relance une boîte, d'essayer de faire un petit peu différent. Et d'avoir assez de distance en fait avec les expériences précédentes, avec les compétences précédentes pour qu'il n'y ait pas de problème d'IP, pour qu'il y ait finalement une bonne coupure. Je pense que mentalement aussi c'est bien de changer, de se réorienter. Et on voulait vraiment faire quelque chose dans le consommateur. Je pense qu'une des choses dont on s'était rendu compte, c'est que c'était très pénible pour nous d'avoir une dépendance d'un gros client B2B qui peut prendre des décisions quelquefois rationnelles mais quelquefois pas rationnelles. Et finalement, être le monde du consommateur, c'est quelque chose qui est très binaire. C'est 0-1, soit ça marche, soit ça marche pas. Mais quand ça marche, c'est seulement dû à toi et il n'y a personne qui va te dire ce qu'il faut que tu fasses ou quand il faut que tu le fasses. Est-ce que tu peux partager quelles étaient pour toi les meilleures stratégies pour acquérir des utilisateurs au moment où vous avez Ça, j'aimerais beaucoup savoir. D'ailleurs, s'il y a des gens dans l'audience qui savent comment acquérir des utilisateurs plus vite, je suis preneur aussi de conseils. Tu sais, on a eu... Tango, c'est un produit qui ne marche pas tout seul. Tu ne peux pas l'utiliser tout seul. Il faut que tu l'utilises avec quelqu'un. Donc, c'est un des rares produits qui, par sa nature, est viral. Parce qu'une fois que tu le downloads, eh ben, ça t'a pris un petit peu d'effort, donc tu vas demander à quelqu'un d'autre de le downloader, au moins pour l'utiliser avec une première fois. C'est très très facile. On a essayé d'optimiser tout le flot d'invitation pour que ce soit extrêmement facile d'inviter, que ce soit tout ton carnet d'adresses ou certaines personnes dans ton carnet d'adresses. Et donc en fait, cette viralité inhérente du produit, avec le référencement dans l'App Store ou dans le Marketplace, c'est quelque chose qui a marché très bien. Il y a pas mal il y a plein d'autres façons d'essayer de créer un meilleur référencement ou d'essayer de créer des pics. Et souvent au niveau du marketing traditionnel, que ce soit les campagnes email, les campagnes SMS, il y a aujourd'hui des campagnes d'achat d'installation sur mobile où tu peux mettre une certaine somme d'argent et avoir des gens qui vont downloader ton application et l'installer parce que tu le payes. Tous ces services finalement, pour nous, c'est pas du tout économique. Il y a à peu près un peu plus de 70 000 personnes par jour qui s'enregistrent sur Tango. Et moi, je regarde tous ces services. On a utilisé de manière épisodique quelques-uns pour essayer, mais j'ai jamais vu en fait de service qui te permet d'acquérir des utilisateurs pour moins de 20 cents par utilisateur. Si tu fais le calcul, ça fait donc nous notre croissance par jour, en fait, ça représente un achat de 15 à 20 000 $ par jour. C'est pas quelque chose que tu peux faire quand tu es une start-up. C'est beaucoup trop cher. Et donc tu peux créer quelquefois des pics,
mais souvent c'est seulement les grosses boîtes qui arrivent à le faire et elles essaient de rester aussi haut que possible dans l'App Store en attendant qu'elles se stabilisent sur la performance réelle de leurs produits. Mais une des choses qui est assez remarquable dans l'App Store et dans le marché Android, c'est que ça dépend de la qualité du produit. Si tu fais un produit qui marche mieux, toi tu montes. Tu as de plus en plus d'utilisateurs, ils sont de plus en plus contents, ils te mettent des ratings qui sont de meilleur en meilleur et ton app monte. Donc c'est très juste en fait d'une certaine manière. Pour un ingénieur comme moi, c'est très concret et c'est très rassurant. 72 000 personnes qui ont adopté les 6 premières heures, tu dis 70 000 personnes par jour, on apprend toujours qu'il y a des progressions exponentielles, etc. Mais apparemment la progression est linéaire. Est-ce que vous avez trouvé des choses qui accélèrent ou qui réduisent ça? Qu'est-ce qui en fait calibre cette progression? Ouais, c'est une super question. Et d'ailleurs, sur les progressions exponentielles, moi j'ai regardé les courbes de croissance de plein de boîtes. Une des boîtes que j'ai regardées, c'est évidemment Skype, mais il y a d'autres boîtes virales dans les marchés de la communication, etc., qu'on regarde. Et souvent, en fait, les gens parlent de croissance exponentielle, mais c'est linéaire par tranche. C'est-à-dire que avec une certaine technologie et un certain nombre de features et d'ingrédients, c'est linéaire jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de plus qui fait que c'est linéaire, mais avec une rampe plus grande, et de plus en plus grande, etc. Et à mon avis, quand on dit croissance exponentielle, c'est surtout ça. Et nous, effectivement, on a fait plein de petits ajustements qui ont fait augmenter la courbe et les downloads qu'on a tous les jours. Il y a un pic qui se passe au moment du lancement, mais après ça redescend un petit peu et puis il faut, avec plein de nouvelles releases et plein de nouvelles features dans l'application, en fait, augmenter le nombre de downloads et la croissance. Maintenant, aujourd'hui, une des choses qui est très importante pour nous, c'est d'être sur toutes les plateformes. Donc aujourd'hui, on est sur iOS et Android, sur à peu près 400 téléphones, on est aussi sur les tablettes, mais le monde du PC, c'est un énorme monde. Il y a d'autres plateformes mobiles qui sont des très très grandes bases d'utilisateurs. Il y a le monde du Mac, il y a la télé, et je pense qu'en fait, être aussi vite que possible sur toutes les plateformes, c'est quelque chose qui va permettre à tous les gens qui veulent utiliser le service de pouvoir l'utiliser. C'est un des freins aujourd'hui, quand on demande à nos utilisateurs, etc., pourquoi est-ce que les gens autour de vous n'utilisent pas Tango, c'est parce qu'ils disent « Ah, j'ai pas le bon téléphone ». Donc c'est vraiment, c'est une des choses qui va déverrouiller, à mon avis, la croissance. Et du coup, j'ai une autre question. Quel est le frein pour l'adoption? Parce qu'effectivement, le mobile, le mobile et le PC, j'imagine que le mobile est un plus gros marché, mais le smartphone, c'est toujours plus petit que le PC. Quel est le frein pour vous pour lancer une application sur PC? C'est quelque chose qu'on regarde très près. Donc on ne fait pas de pré-annonce, que ce soit au niveau du funding aussi, au niveau des features. Mais on va être aussi vite que possible sur toutes les différentes plateformes pour que si les gens ont entendu parler de Tango, ils puissent l'utiliser, quel que soit en fait l'écran qu'ils ont devant. Vous avez parlé beaucoup de donner l'application aux utilisateurs directement. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis pour essayer de travailler B2B à nouveau, soit avec les service providers ou alors les Apple ou par exemple Samsung qui sort des téléphones comme le Galaxy S qui sont vendus à 10 millions d'exemplaires en quelques mois. Qu'est-ce qui vous ferait changer de... En fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir assez de visibilité et un volume qui fait qu'on est sollicité que ce soit par les constructeurs de téléphones ou les opérateurs, etc. Et c'est quelque chose auquel on travaille. C'est dans ce genre d'opération et de deal, effectivement, il y a un third party qui émerge et il y a un client, mais on a fait des déploiements avec certains constructeurs de téléphones. On a travaillé aussi avec des chipmakers comme Qualcomm, et il faut toujours faire la part des choses en fait et mettre des ressources, mais pas toutes les ressources, parce que c'est important pour nous d'avoir la majorité de nos ingénieurs qui travaillent sur quelque chose que tout le monde va pouvoir utiliser, pas seulement un segment de la population. Et notre but, c'est dans les 12 prochains mois d'ajouter 100 millions d'utilisateurs. Ces 100 millions d'utilisateurs, ils vont venir avec l'acquisition en direct, avec les consommateurs en direct, mais numéro 2, avec l'aide de partenaires, que ce soit les constructeurs, que ce soit les opérateurs, qui vont pouvoir proliférer en fait, ce genre de technologie. Et numéro 3, en fait, avec
plus d'applications, pas seulement les appels vidéo, mais on a fait, récemment on a commencé à offrir des appels vocaux et à éduquer les consommateurs en disant qu'on peut faire aussi de la voix avec Tango, on peut faire des appels téléphone gratuits, et puis d'autres choses qu'on a en préparation. Donc que ce soit les nouvelles features, les opérateurs et les constructeurs de téléphones et l'acquisition de nos utilisateurs de manière organique par les stores, ça c'est les 3 gros vecteurs de croissance sur lesquels on parie. Mais aujourd'hui, tout ce qui est B2B, c'est important pour nous, mais c'est quelque chose de secondaire par rapport à notre interaction directe avec les stores qui a permis de construire notre marque et où on peut tourner aussi vite. On travaille avec des partenaires comme les constructeurs, ils ont un certain cycle, ils travaillent avec des téléphones qui sont prêts à une certaine date, où ils doivent avoir des applications qui doivent être prêtes quelques mois avant le marché, etc. C'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre à faire aujourd'hui. On va prendre une dernière question. Je t'avais donné la main. Désolé. Alors, quand tu as lancé Tango, vous avez fait un certain nombre de choses qui étaient en fait des bonnes choses au niveau de gagner très vite beaucoup de visibilité. En particulier, je pense à un article dans le Wall Street Journal. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et donner en fait les perspectives en fait post, les résultats en fait et en fait conseiller même peut-être certains entrepreneurs qui sont dans la salle aujourd'hui sur la façon d'aborder en fait son launch. Ouais, absolument, c'est une super question. Et au moment du launch, en fait, on a essayé de créer une espèce de pic le plus haut possible. Et donc ce pic, il y avait plein de choses qui devaient arriver exactement au même moment. On allait sortir un nouveau website. On allait sortir l'app, évidemment, dans l'App Store et l'Android Market le même jour. Et c'était un jour qui était favorable au download. Pour ceux qui veulent savoir, le mardi et jeudi, c'était bon jour de sortie. On a aussi organisé une campagne de presse où on a investi en fait sur le PR pour avoir un maximum d'articles le même jour qui allaient parler du service, qui allaient sous embargo en fait tous lancer la nouvelle autour du launch. Et on a eu la chance de tomber sur Walt Mossberg, qui est le reviewer fétiche du Wall Street Journal, qui avait pu regarder l'app quelques semaines avant sa lancée. Et en fait, qui de manière fortuite, en fait, était parti en vacances et qui était parti en vacances avec un téléphone qui avait l'app, en laissant son téléphone avec son épouse, et qui avait commencé à utiliser l'app en fait avec elle et qui avait été séduit par le truc et qui nous avait fait une revue qui était timée sur le jour du lancement. Et en fait, cette convergence de toutes ces différentes choses, que ce soit l'événement où on a lancé Tango, une conférence à San Francisco qui s'appelle Mobilize, la campagne de presse lancée sur les différents marchés, l'App Store et l'Android Marketplace et la sortie de notre nouveau website. En fait, tout ça, ça constitue cette espèce de pic qui est sorti. En parallèle de ça, en Europe, on avait travaillé avec plein de blogueurs. Plein de blogueurs qui avaient parlé de l'app quand elle sortait et l'avaient recommandé à leurs différentes communautés. Donc c'est quelque chose qui a permis de faire prendre la sauce. En fait, en rétrospective, je dois dire que tous ces choses, c'est vachement artificiel et ça ne marche pas très bien. Aujourd'hui, on est couvert dans la presse beaucoup. On a la chance d'avoir un service qui est assez sexy, un nom dont les gens se souviennent. Et donc on a des articles dans TechCrunch, on a des articles dans différentes publications, etc. Et en fait, on voit, on est passé à la télévision, que ce soit aux US, en France, et à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, en fait, il y a des toutes petites courbes, des toutes petites bosses sur la courbe d'utilisateur. Et très franchement, ça n'a vraiment quasiment aucun impact sur la croissance du service lui-même. Ça a un impact sur la marque et sur la construction de la marque. Ça donne une crédibilité, en fait, par exemple, au niveau de nos clients B2B, de respectabilité. Et donc, je pense que ça fait de nous une boîte qui semble plus grosse qu'elle est en réalité. On est plus de 60 personnes. Et je pense que pour ça, en fait, c'est très appréciable. C'est très appréciable pour le fundraising, parce que les investisseurs adorent que leur boîte de portfolio soit sur les différentes publications, etc. Et ça crée des leads, des gens qui demandent comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec nous, investir dans la boîte. Mais au niveau de la croissance des utilisateurs, finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut être mis en comparaison de la croissance virale, la croissance organique. Et c'est pour ça que la plupart des services de consommateurs, quand vous y réfléchissez, il y a très peu de grosses campagnes marketing ou grosses campagnes de PR, que ce soit Skype dans les 4-5 premières années,
que ce soit Google, etc. Ce pas des boîtes qui ont investi énormément dans le marketing parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut se substituer au bouche à oreille. C'est pour ça que ça n'a vraiment pas de prix quand on arrive à trouver une loupe virale qui se propage et qui prend. Eric, on va terminer l'interview. D'habitude, on remet une plaque de remerciement de la part de l'EBF et je n'ai pas pu la récupérer aujourd'hui. Donc, dès que je l'aurai, je l'amènerai à la plage le jour où je te verrai. Voilà, je voulais te remercier encore. Merci beaucoup. Bravo, très bien. Oui, ils partent en vacances avec les gosses. You want to go? Après, ça fait perdre.